Buenas tardes. Es para nosotros, para Casa Árabe, realmente un honor poder celebrar hoy este acto con el título de Traducir las sociedades árabes, realidades y desafíos. Este es un acto organizado por Casa Árabe y la Organización Transeuropéenne con la colaboración de la Fundación Annalyn y la Escuela de Traductores de Toledo. La Organización Transeuropéenne, a través de un proyecto de varios años, ha creado un espacio de reflexión permanente para facilitar que el conocimiento y que la idea que nos hacemos en Occidente sobre los cambios sociales, políticos, económicos que está viviendo el mundo árabe pueda sustentarse también en la producción intelectual y científica de autores árabes. Son muchos los ensayos y estudios que se están publicando en España, en Francia, en Italia, etcétera, sobre la actualidad sociopolítica del mundo árabe, pero en su mayor parte se trata de textos elaborados por expertos de estos países o de traducciones más accesibles para las editoriales a la hora de estimar qué se traduce y qué no. Existe, por tanto, una gran asimetría entre lo que nos llega por parte de autores árabes y lo que tenemos a nuestro alcance de autores, llamemos, occidentales. Transeuropéenne ha asumido la importantísima tarea de tratar de corregir esta asimetría de tal forma que la percepción que tengamos del mundo árabe contemporáneo esté sustentada también en el pensamiento y la reflexión académica de autores árabes. Para ello, Transeuropéenne ha desarrollado una red de traductores e instituciones con especial énfasis en las ciencias sociales y las humanidades entre España, Francia e Italia. Casa Árabe y la Escuela de Traductores de Toledo forman parte de esta red como entidades españolas. 3 son los instrumentos que utiliza Transeuropéenne para lograr sus objetivos: la elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la traducción en el Mediterráneo, en el que se ha puesto la elaboración de este mapa, de este diagnóstico, que lo tienen a su disposición a la salida. También la organización de encuentros periódicos entre los miembros de la red, como el que acogemos hoy, o hemos acogido hoy, y por último la puesta en marcha de una colección que sirva para dar visibilidad y acceso en Europa a estos autores árabes. Con nosotros se encuentran esta tarde Frank Mermier, que tratará temas relacionados con la elección de los textos para ser traducidos en el mundo árabe, tanto en las humanidades como en ciencias sociales; Nathalie Bontam y Marianne Babu, sobre el libro del autor sirio Yassin al-Haj Saleh. Milagros Nuín Monreal presentará la ponencia de narrativa yemení y sociedad, y Pedro Rojo ahondará en la percepción de la realidad árabe a través de la traducción al español. Moderará Bahira Abdulatif, académica y traductora. Quiero concluir con una experiencia, una referencia personal, y es que yo me incorporé a esta casa hace un poco más de 2 años, y en el primer momento, cuando realmente no sabía muy bien cómo asumir esta responsabilidad, tuve la oportunidad de hablar con un amigo de muchos años, que es Andreu Claret Serra, director de la Fundación Annalyn. Y precisamente el primer tema que me destacó como un tema central para poder trabajar entre las sociedades árabes o con las sociedades árabes era el que al que asistimos hoy. Por tanto, para mí, he leído el papel porque hubiera sido incapaz de centrar esas nociones, pero quiero destacarles que otorgo, y esta institución también, una prioridad muy grande al evento o al acto en el que nos encontramos hoy. Y sin más, paso la palabra a Bahira. Muchas gracias, señor director. Buenas tardes. Ante todo, quisiéramos agradecerles el hecho de estar aquí esta tarde con nosotros, y también queremos dar las gracias a todos los compañeros que están en la mesa. Y tal como ha mencionado el señor director, es una iniciativa por parte de la Casa Árabe y Transeuropéenne, que es una experiencia que esperemos que se vuelquen traductores por ambas orillas y a través de la cooperación, es decir, para traducir obras, porque en realidad hay hace falta desde el mundo árabe de transmitir el patrimonio cultural, todas las inquietudes de las nuevas generaciones, y es una tarea pendiente que requiere muchos esfuerzos y muchas iniciativas, y tal vez esta es una de esas iniciativas. Entonces contamos, como hemos dicho, con compañeros arabistas, y ante todo va a hablar primero Frank Mermier,
que es director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica. Él es arabista, antropólogo, y nos va a hablar sobre el proyecto y otras inquietudes. Por favor, tienes 20 minutos para desarrollar el tema. Gracias. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Je suis vraiment désolé. J'espère que plus tard mes efforts pour apprendre l'espagnol vont trouver, disons, vont me permettre de parler directement en espagnol, mais pour l'instant, malheureusement. Mais enfin, nous sommes dans un domaine de langue latine et de traduction, donc c'est très bien aussi qu'il y ait des traductions, aussi qu'on puisse parler chacun dans notre langue. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Madame Bahira Abdellatif pour cette présentation et Monsieur le directeur de Casa Árabe pour nous avoir donné l'occasion de parler de ces questions de traduction aujourd'hui, et aussi en espérant que notre coopération dans le futur va se développer. Ce n'est pas de la langue de bois, hein, comme on dit, comme entre diplomates sur la coopération entre les pays, mais c'est vraiment, en France, on entend beaucoup parler de la Casa Árabe, et nous sommes vraiment très heureux d'être ici pour initier des projets de traduction en commun, et aussi avec nos collègues italiens et espagnols. Alors, dans cette intervention, je voudrais évoquer les problèmes posés par la traduction d'un ouvrage qui est en projet, qui s'intitule, pour l'instant, Les sociétés arabes, vision de l'intérieur. Alors, il faut d'abord que je précise que ce projet s'inscrit dans un projet plus général, plus large de traduction en sciences sociales depuis l'arabe, dont l'objectif est de porter à la connaissance du public occidental une série d'ouvrages, d'essais, de documents en prise avec les dynamiques et les transformations des sociétés arabes contemporaines. Ce projet est réalisé d'abord en France dans le cadre d'une nouvelle collection intitulée Traversée, au pluriel, et qui sera accueillie par les éditions Les Prairies Ordinaires, donc une maison d'édition française à Paris, Les Prairies Ordinaires, en partenariat avec Transeuropéenne. Alors, je voudrais préciser pourquoi cette collection de traduction de l'arabe, puis aussi du turc en fait, de sciences sociales. C'est parce que tout un pan de la production scientifique arabe reste largement ignoré de nos publics européens, et notamment en France. Seuls les quelques rares spécialistes européens qui sont arabisants peuvent avoir accès à cette connaissance. En outre, vous savez, je crois qu'en Espagne, malheureusement, c'est aussi le cas, et aussi en Italie, enfin dans toute l'Europe du Sud, plus généralement en Europe, il y a aussi une crise de l'édition en sciences sociales, ce qui provoque évidemment beaucoup moins d'engouement, d'intérêt de la part des éditeurs pour traduire de l'arabe, des langues rares qui coûtent beaucoup d'argent, vers le français ou vers d'autres langues européennes. Pourtant, la valeur culturelle et scientifique de certains de ces travaux doivent être portés à la connaissance du public. Alors, il y a aussi le fait que la traduction était aussi un acte politique, et nous avons aussi pour objectif, avec ce projet au départ modeste, de combler le déficit de traduction de la langue arabe, et aussi de pallier un déséquilibre qui fait que les langues dites rares comme l'arabe sont moins représentées que d'autres langues comme l'anglais par exemple. En outre, en matière de traduction, ce qui est privilégié dans le domaine de la traduction pour l'arabe, c'est la fiction. On traduit l'imaginaire, mais on ne traduit pas finalement les réalités. Cela renvoie à des effets d'exotisme que l'on trouve évidemment, mais aussi à un état des savoirs déficient dans le monde arabe et sur le monde arabe. C'est aussi un problème qui renvoie aussi à un état du savoir dans le monde arabe. Alors, cette dichotomie fiction-réelle est un peu faussée par le fait que beaucoup d'ouvrages de littérature qui sont traduits, je ne parle pas de la situation espagnole que je ne connais pas, mais qui sont traduits en français, sont aussi traduits pour leur valeur documentaire. Souvent, quelquefois moins pour leur qualité littéraire que pour leur valeur documentaire. Comme si la fiction donnait accès finalement à des réalités sociales, culturelles ou politiques dans le monde arabe. Je vais prendre qu'un seul exemple et vous allez tous comprendre de quoi je veux parler. Je vais prendre l'exemple du livre de l'immeuble Yarkoubian
de l'auteur égyptien Ala al-Aswani, qui est moins lu pour ses qualités littéraires. Ça, c'est dans le domaine du subjectif, donc je ne vais pas me prononcer sur les qualités littéraires de ce texte, mais plus pour sa valeur documentaire. Et il y aurait d'autres auteurs que l'on pourrait citer, mais ce qui est intéressant, c'est le statut que prend l'écrivain dans nos sociétés, l'écrivain arabe dans nos sociétés. Ala al-Aswani, en tout cas en France, en plus il est francophone, donc évidemment ça aide. Il a fait le lycée de Bab el-Louk au Caire, qui est un lycée francophone. Il est devenu le porte-parole pendant quelques années, enfin les 2 premières années, de la révolution égyptienne. C'est lui qu'on va interviewer pour savoir quel est l'état des rapports de force politiques en Égypte. Alors effectivement, au début des révolutions arabes, on a sorti un petit peu du placard quelques spécialistes du monde arabe, spécialistes dans sciences sociales, politologues, anthropologues. Et puis aujourd'hui que le soufflet est retombé, on peut dire, ces spécialistes, on les a un peu renvoyés à domicile chez eux. Et en revanche, souvent les écrivains sont les porte-parole, les témoins, les grands témoins de leur société. Alors, ce projet aussi révèle d'autres problèmes liés à l'état de l'édition arabe, et quelque part aussi au dispositif de recherche, au système de recherche et d'enseignement dans le monde arabe, et au statut du chercheur dans le monde arabe aussi. Là, je vais juste esquisser quelques traits, je ne peux pas généraliser, évidemment, d'autant plus que lorsque j'utilise l'expression « monde arabe », je suis en train d'homogénéiser un monde aussi qui est très pluraliste, qui est très diversifié. Cette expression monde arabe possède un caractère monolithique, alors qu'avec 22 pays, c'est évidemment très différencié depuis la Mauritanie jusqu'au Bahreïn. Mais s'il y a un facteur homogénéisant, malheureusement, il y a aussi un facteur homogénéisant sur le plan négatif, c'est cette carence abyssale, une grande carence, une grande déficience en termes de production des connaissances, que les intellectuels arabes et chercheurs arabes eux-mêmes n'ont cessé de dénoncer. Là, je vous renvoie par exemple au célèbre rapport arabe sur le développement humain 2003 du programme des Nations Unies, qui a été rédigé par des auteurs arabes et qui pointe justement cette déficience. Cette déficience, elle ne vient pas des chercheurs ou des intellectuels arabes. Elle vient d'un système, un dispositif de recherche qui est lié à un système politique souvent autoritaire. Et donc, par exemple, si on prend le cas d'un état de barbarie, comme l'a appelé Michel Seurat, qui est la Syrie, ou l'Irak au moment de la dictature et aujourd'hui, ou d'autres pays, par exemple les pays du Golfe, ou d'autres qui ont chacun une variante de cet autoritarisme, on voit que la production de connaissances sur les sociétés réelles est très faible en arabe. Très très faible par rapport même à ce qui se produit en langue européenne. Et donc on peut faire un parallèle entre une déficience en termes de production de connaissances, en sciences sociales bien sûr, sur les sociétés, et puis en même temps une floraison, une efflorescence, un développement de la fiction dans le monde arabe. Aujourd'hui, par exemple, le roman a pratiquement détrôné la poésie et s'est développé dans l'ensemble du monde arabe, même dans des pays qui le connaissaient très peu, comme par exemple l'Arabie saoudite. Alors, dans le domaine des sciences sociales, évidemment, les situations sont très contrastées, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas mettre sur le même plan le Maroc, où il y a véritablement une tradition anthropologique, d'enquête anthropologique, une tradition sociologique, géographique, de production du savoir, d'histoire, et la Syrie, où depuis l'arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad en 1970, l'accès aux données, que ce soit par le biais des archives, des statistiques ou des pratiques d'observation, est sévèrement contrôlé, voire impossible, bien sûr. Mais même dans un pays comme l'Égypte, on a le témoignage d'un grand historien, un jeune historien, mais très, très bon historien égyptien, Khaled Fahmi, qui raconte dans un de ses textes, qui est spécialiste de l'histoire de l'armée, le pauvre. Il faut dire que c'est un thème qui est un peu difficile en Égypte actuellement, l'histoire de l'armée ou du savoir médical, et qui raconte combien il est suspect d'essayer d'avoir accès aux archives. Il l'écrit dans un de ses articles. Et donc il y a une crainte des autorités politiques de voir dévoiler les réalités économiques, sociales et culturelles des sociétés, et finalement des sociétés qu'elles entretiennent dans l'ignorance d'elles-mêmes.
Et donc, ce qui correspond à un enseignement universitaire sclérosé où les sciences sociales sont peu représentées et qui est une recherche académique aussi, une recherche scientifique académique dans le domaine des sciences sociales, qui est axée aussi sur le normatif, le théorique, la répétition, l'imitation et très peu l'accès au terrain, hein, l'accès à l'étude des situations concrètes. Donc cette absence de confrontation avec les réalités par le biais de l'enquête, hein, évidemment, empêche qu'un grand nombre de données soient accessibles, soient publiées. Par exemple, il y a un historien libanais qui est très important, qui s'appelle Ahmad Beidoun, qui a fait remarquer très récemment dans un article dans Al-Quds al-Arabi al-Usbou'i, donc dans l'hebdomadaire Al-Quds al-Arabi, que concernant j'ouvre les guillemets, concernant la question de la démocratie, ces chercheurs en traiteront de manière abstraite au lieu d'accomplir un véritable travail de terrain qui révélerait les pratiques démocratiques en situation et en contexte. Une autre question qui est très importante et que révèle ce projet, enfin que révèle pas seulement ce projet, mais qui est importante par rapport à ce projet, c'est la question du système éditorial arabe, le système de l'édition dans le monde arabe, qui d'une certaine façon est, par rapport au monde de l'édition en Occident par exemple, est composé de nombreuses petites structures éditoriales, de nombreuses petites maisons d'édition, et aussi avec un système de diffusion, de distribution du livre qui est surtout axé sur les foires du livre, hein, les foires du livre annuelles qui se passent dans chaque capitale arabe, et ce qui fait qu'une grande partie, avec un réseau déficient de librairies, ce qui fait qu'une grande partie de la production éditoriale arabe est inconnue, est invisible. Si quelqu'un ne va pas faire chaque année toutes les foires du livre dans le monde arabe, il aura beaucoup de difficultés à connaître ce qui se publie dans le monde arabe. En plus, il y a évidemment un déséquilibre entre l'Orient et le Mashrek et le Maghreb, entre l'Orient et le Maghreb, qui fait qu'une grande partie de ce qui se publie au Maghreb est inconnu en Orient, alors que le contraire est moins vrai. Alors, pour revenir au projet de livre « Les sociétés arabes, vision de l'intérieur », quel a été notre choix? Notre choix a été de privilégier des jeunes auteurs provenant de l'ensemble des pays arabes qui ne sont pas connus du public francophone, et aussi d'allier texte théorique et études de cas. Donc on a adopté le genre du florilège, le genre du recueil. Alors il y a eu déjà d'autres tentatives de collection de ce type, mais qui n'ont pas perduré. Et nous avons essayé non pas de réaliser un ouvrage, encore un autre ouvrage sur les révolutions arabes, mais de voir comment en fait ces événements ont en fait changé aussi la nature du regard dans ces sociétés, donc dans ces visions de l'intérieur. Et donc de rendre compte aussi à travers cet ouvrage des dynamiques de création intellectuelle liées aussi à cet événement, tout en jetant un éclairage sur les questionnements propres dans ces sociétés, depuis des sciences sociales faites, si on peut dire, de l'intérieur. Alors j'ai fait en sorte que une première partie de cet ouvrage soit composée de textes théoriques, d'auteurs plus confirmés, qui en fait utilisent des notions, des concepts, et donc pour savoir comment sont utilisés ces concepts dans cette partie du monde arabe, dans le monde arabe, et l'autre partie est composée de textes de jeunes auteurs qui souvent aussi sont des acteurs de leur société, des militants parfois. Et donc il y a une partie, et c'est intéressant aussi à voir que dans cet équilibre de l'ouvrage, entre une partie plus théorique et une autre partie plus liée finalement quelque part à l'action politique. Et la plupart des textes proviennent d'ouvrages déjà publiés, dont on a sélectionné des extraits, notamment pour la partie théorique, et l'autre partie va être composée de textes publiés dans des revues, notamment dans des revues libanaises, mais pas seulement, notamment la revue Bidayat au Liban, la revue Kalamoun, mais aussi la revue de l'organisation du centre de l'association des sociologues arabes Idafat, et dans d'autres revues comme Jadaliya ou d'autres textes, mais principalement de la revue Bidayat. Donc, le projet de ce livre, pour conclure, est d'apporter une contribution
à une lutte contre la force des stéréotypes qui ne voient dans les sociétés arabes quelque part qu'une réplique du même, comme si ce qui se passe au Yémen, en Irak, en Syrie, en Tunisie, c'est à peu près la même chose, c'est la même dynamique. Et ce stéréotype, il est aussi constitutif du constat soi occidental, c'est-à-dire constitutif aussi d'une façon de comment l'Occident se perçoit lui-même. Il a besoin d'un autre qui soit un petit peu homogénéisé. Et donc les différences entre la Syrie, l'Égypte et les autres pays sont gommées pour ne retenir que les saillances, que ce qui émerge de l'hydre islamiste, du danger islamiste, du conservatisme sociétal et de l'échec du projet démocratique. Donc finalement aussi, on a une autre tendance à ne considérer les sociétés arabes qu'à travers le prisme des rivalités géopolitiques, qu'à travers le ballet diplomatique et les rivalités géopolitiques, et finalement que comme l'enjeu de complots qui sont tramés ailleurs. Donc des sociétés qui sont considérées que comme des pions de choses qui se décident ailleurs que dans le monde arabe. Et donc, dans cette optique, nous essaierons aussi, dans ce projet, finalement, de donner la voix à ceux qui ont lancé des initiatives et finalement aussi, quelque part, au dynamisme des individus et des sociétés dans le monde arabe. Et je vous remercie. Pues muchas gracias, Frank, por el hecho de hacer esa valiosa exposición y también porque en realidad es una aproximación muy vital a la realidad árabe. Eso es algo que se agradece. Ahora vamos a escuchar a Marian Baboud primero, ¿no? Ella es profesora de lengua francesa, trabaja curiosamente en las instituciones penitenciarias, pero también ella es arabista y ha traducido también obras. Ella se interesa por traducir obras de corte literario, social. A la vez ella es música también, así que vamos a escuchar. Marian, please, por favor. Okay. Bonsoir. Je vais m'adresser à vous également en français, désolée, comme Franck, de ne pas connaître l'espagnol suffisamment pour vous parler dans cette langue. Je vais être brève dans la présentation donc, de l'ouvrage de Yassine El-Haj Saleh, Bil Khalas ya Shabab, car ma collègue Nathalie Bontemps va vous le présenter de façon bien plus développée, détaillée. Je vais vous parler essentiellement en fait de ce qui m'a semblé être l'âme de ce livre et de l'intérêt qu'il a, selon moi, à être connu, traduit et donc connu de publics occidentaux. Ce livre est un témoignage. C'est le témoignage des 16 années que Yassine El-Haj Saleh, donc, qui est un opposant syrien de longue date, une figure emblématique de l'opposition politique en Syrie, a passé dans les prisons syriennes entre 1980 et 1996. On lit dans ce recueil de 10 articles, ce sont 10 articles qu'il a écrits entre 2003 et 2011, donc plusieurs années après sa sortie de prison. On lit dans cet ouvrage comment le jeune campagnard, le jeune provincial qu'il était, a été arrêté à 19 ans pour son appartenance au parti communiste interdit. On lit comment il fait sienne la condition carcérale qui lui est imposée, car la prison, dit-il, quand on y survit, est une véritable formation à la vie. Une formation à la pensée grâce aux nombreuses lectures qu'il va mener en prison et qu'il vit comme un véritable point de salut. C'est une formation à la liberté aussi, car, je le cite, il dit qu'ainsi privé de liberté, en prison donc, on se retrouve libéré du fardeau d'être libre. Ce qui est une phrase très importante à mon sens, qui résume vraiment l'état d'esprit de ce témoignage. Il ne s'agit pas pour lui, bien sûr, de pousser la provocation jusqu'à faire l'éloge de l'expérience carcérale,
mais de prendre acte contre le ressentiment et le découragement. C'est ce qui marque l'esprit tout au long de l'œuvre, l'absence d'amertume, le souci de justesse, le souci de distance, de sagesse dans ses propos. La forme de son écriture incarne le fond de son propos, son style plutôt classique et clair. Sa plume est très sobre et ne cherche pas les effets de rhétorique, les effets de style. Sa parole est apaisée et l'horreur ambiante est décrite avec une ironie parfois bienveillante, y compris à l'égard de ses bourreaux. Son récit de prisonnier, donc, évoque également la solidarité de conditions avec les islamistes qui ont été incarcérés de façon massive à l'issue des grandes rafles des années 1980. Ce qui, à mon sens, invite de façon très efficace, très convaincante, en filigrane, à nuancer l'idée coriace dans le monde arabe comme ici, d'un hermétisme indépassable entre libéraux et conservateurs dans le monde arabe. Et il me semble que tous ces éléments, considérés ensemble, cette distance, cette capacité, non pas au pardon, mais à une sorte de, je sais pas, oui, vraiment de distance calme, et de dépassement des cloisonnements dans la lecture de ce qui fait les lignes de fracture politique aujourd'hui en Syrie est extrêmement important à l'heure actuelle, étant donné ce que vit ce pays. Voilà, merci. Muchas gracias, Marianne. Ahora vamos a dar la palabra a Nathalie Pontin. Ella es traductora de francés al árabe, ella es también profesora de lengua árabe y tiene especial interés en la literatura o en las obras también sociales del Líbano y de Siria. Entonces nos va a hablar ahora, así que adelante, por favor. Yeah. Bonsoir. Donc je vais continuer sur le même sujet. Donc Bil Khalas ya Shabab, à nous la délivrance, est paru à Beyrouth, donc durant l'été 2012. Il est paru chez un éditeur prestigieux libanais qui est Dar es-Saqi. Et il a été salué par toute la presse libanaise et arabe, à laquelle Yassine Haj Saleh collabore très régulièrement depuis de nombreuses années. Il écrit régulièrement dans la presse libanaise depuis sa sortie de prison. Donc il est devenu un écrivain dissident, d'autant plus respecté qu'après sa sortie de prison, il n'avait pas quitté la Syrie et continuait à envoyer ses témoignages et ses analyses depuis l'intérieur, ce qu'il a fait aussi pendant une très grande partie de la Révolution, puisqu'il vient de sortir en fait de Syrie, Yassine Haj Saleh, il y a quelques mois seulement. Donc l'ouvrage se présente comme un recueil d'articles et d'entretiens qui en fait ont été publiés dans la presse libanaise ou qui sont encore inédits et qui s'échelonnent, comme a dit Marianne, entre 2003-2004 et 2011. Donc c'est un style assez inclassable, puisqu'il oscille entre témoignages, réflexion, méditation, analyse, ou bien dialogue, puisqu'il y a ici une interview aussi de Yassine Haj Saleh par Razan Zaitouni, une célèbre avocate et activiste de la révolution syrienne. Donc ce livre tourne autour de l'univers de la prison, où l'auteur, comme l'a dit Marianne, a vécu entre ses 19 ans et ses 35 ans. Donc il y a des grands thèmes qui se dégagent au fil de l'analyse ou du souvenir et qui reviennent cycliquement dans la lecture, puisque c'est des articles qui ont été écrits et qui traitent tous du même sujet, donc ça revient cycliquement. Donc ce livre se démarque d'emblée de la famille d'ouvrages à laquelle pourtant il appartient, et qui est ce qu'on appelle en Syrie et au Moyen-Orient la littérature de prison. Donc il prend un parti pris de rupture avec la douleur, avec les sentiments à vif qui s'expriment généralement dans les écrits des anciens prisonniers. Il affirme même vouloir en finir avec un certain halo de romantisme qui entoure la figure de l'ancien prisonnier politique. Il affirme vouloir en finir avec un certain prestige, un certain romantisme entourant la figure du prisonnier politique en Syrie. Et le récit détaillé de la torture ou de la monstruosité du régime syrien
n'est pas non plus son sujet. Il le dit, c'est pas mon sujet. Il salue dans ce domaine la réussite, la grande réussite du témoignage de Mustafa Khalife, El-Qawqa'a, la coquille, qui a vraiment rempli ce rôle de détailler la torture dans la prison de Palmyre, de Tadmor. Donc, il s'agit pour lui, en fait, moins de témoigner de la prison en tant que telle que ce qu'il considère qui a été déjà fait par d'autres, que de s'interroger sur les transformations que la détention a opérées en lui et de la façon dont elle a façonné son destin après sa sortie de prison. Donc, il s'interroge, pour reprendre pour le citer, sur ce que la prison a fait de lui. Qu'est-ce que la prison a fait de moi et de ses compagnons? En effet, les anciens prisonniers politiques de gauche, puisque c'est son cas, constituent un milieu à part entière, en Syrie, qui fait l'objet d'une longue réflexion dans l'ouvrage. Donc il se définit comme un intellectuel de prison, entre guillemets, et non pas un intellectuel prisonnier. Il a été arrêté alors qu'il n'avait que 19 ans, donc en fait c'est en prison qu'il s'est ouvert à la culture au sens large, et qu'il a appris son métier, le métier d'écrivain. Donc, lui, à l'image de toute une génération de détenus politiques, il est, comme il le dit avec dérision et humour, il est diplômé de la prison. À sa libération, il reprend sa vie normale, entre guillemets, là où il l'avait laissée. Donc, il retourne à la faculté de médecine d'Alep. Et puis, une fois qu'il a son diplôme, il fait le chemin inverse, et il reprend sa vie de prisonnier là où il l'avait laissée, en renouant avec son métier d'écrivain. Et son activité actuelle, donc écrivain, est en continuité avec son expérience carcérale. Alors, il se demande ironiquement, dans ce cas, est-ce qu'il faudrait remercier le régime et la prison? En tout cas, devant l'ampleur du drame que constitue une détention arbitraire de 16 ans, c'est une sorte de tentative très très vivace pour, comme on dit en français, pour sauver les meubles, pour sauver ce qui peut être sauvé. Comme écrit l'auteur, je le cite là, « Nous avions le choix entre essayer d'apprendre quelque chose en prison et ne rien apprendre du tout en prison également. » Comme il l'a écrit ailleurs dans l'ouvrage, je le cite à nouveau, « Il n'existe aucune pièce de rechange qui puisse remplacer l'âge de 21 ans ou celui de 30 ans. C'est une perte absolue. » Mais, comme il le dit dans le livre, il a passé les premières années de sa détention dans un tel désespoir qu'il a fini par se retrouver vacciné contre le désespoir. Donc là, on aborde une idée phare de l'ouvrage, qui est celle que si certaines conditions sont réunies, notamment bien sûr la présence de livres, de stylos, le fait qu'on ne soit pas torturé de manière quotidienne, le prisonnier peut, au bout de quelques années, accéder à un état qu'il nomme istihbas en arabe, qu'on peut traduire comme réclusion, retraite, une sorte de consentement à sa condition de prisonnier, où le prisonnier doit oublier complètement la vie à l'extérieur et s'acclimater à la prison comme s'il y était né. À partir de ce moment-là, il explique que la prison devient son mode de vie, sa maison. Et alors, il acquiert la capacité, comme il le dit, je cite aussi, de dompter le temps au lieu de le tuer. Dompter le temps au lieu de tuer le temps. À cette étape, il peut acquérir des compétences qu'il ne possédait pas avant son arrestation et qui deviendront peut-être source de revenus et de reconnaissance après sa remise en liberté. Je le cite encore, « Nombre de jeunes hommes sont entrés en prison inconnus, entre guillemets, et en sont ressortis traducteurs, écrivains, journalistes. » Alors ça peut peut-être faire penser, moi ça m'a fait penser en tout cas au roman de Alexandro Barrico, Novecento pianiste, qui raconte l'histoire d'un pianiste qui est né à bord d'un transatlantique, qui n'en est jamais descendu, et au moment où on lui dit « c'est bon, tu peux descendre, tu peux quitter le navire », il refuse, ça lui donne le vertige, tous les choix, des possibilités, des décisions à prendre,
quand il sera sur Terre, et finalement, il ne descend pas du bateau. Et Yassine Haj Salah parle d'un même type de vertige quand il décrit la situation du prisonnier qui d'un seul coup se retrouve libéré après de nombreuses années de ce qu'il appelle, encore de manière ironique, la réclusion heureuse. Donc il devient, comme il le dit, un nouveau-né, comme il le dit toujours, fraîchement sorti du ventre de la prison. Et donc il y a tout un tas de nouvelles difficultés qui se présentent, parmi lesquelles il en parle, la tentation de s'établir comme ancien prisonnier et de vivre sur il le dit toujours, je le cite, sur le capital symbolique que lui confèrent ces nombreuses années de détention, au risque d'épuiser très rapidement ce capital et ce prestige. D'où une réflexion dans le livre sur la liberté qui bouscule tout à fait les représentations traditionnelles, puisqu'il questionne les notions de liberté et d'aliénation au plus intime de l'être. Il pose ces questions. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un certain confort à être enfermé, comme l'a dit tout à l'heure Marianne, ce qui nous soulage du poids des décisions, des responsabilités, et nous confère en même temps du prestige, puisqu'on est en face d'un régime terrible et on le défie quelque part. D'un autre côté, il pose une autre question. Est-ce que ce qu'on fait, les actes qu'on accomplit, quand on est obligé de les accomplir, est-ce que ça ne serait pas ce qu'on fait de mieux dans notre vie, ce qui nous est donné de faire de mieux, ce qu'on est obligé de faire? Une autre question qu'il pose au cours de son livre. D'un autre côté encore une question qu'il pose. Est-ce que ça ne peut pas arriver qu'on se libère en prison, que, à la faveur de longues années d'études, de réflexion, on s'affranchisse du carcan idéologique du parti auquel on appartenait et qu'on sorte de prison plus libre, plus indépendant qu'on l'aurait jamais été à l'extérieur. Donc ça, c'est l'expérience. Il a fait un type d'expérience il a fait une expérience de ce type. Donc c'est des questions bien sûr provocantes, audacieuses, dérangeantes, sans réponse. Chaque détenu politique y apporte une réponse différente. Et ça suit aussi un grand nombre de facteurs. La réponse qu'apporte chaque détenu, c'est aussi suivant un grand nombre de facteurs qui ne dépendent pas de lui et qui aussi font l'objet d'une réflexion très minutieuse dans l'ouvrage. Le premier facteur, l'expérience fondatrice, selon l'auteur, qui détermine presque toutes les évolutions ultérieures, c'est le fait d'avoir tenu bon ou d'avoir craqué durant l'interrogatoire, c'est-à-dire durant la torture. Puisqu'il y a forcément une expérience de torture, de toutes les manières, au début, quand on est arrêté. Donc, cette épreuve, suivant la manière dont elle tourne, suivant la manière dont cette épreuve tourne, ça génère ou non un sentiment de culpabilité susceptible d'infléchir toute la destinée de l'individu. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais si j'ai 3 minutes? Non, c'est bon, je pense. C'est bon. Et pourtant, comme le dit l'auteur, la plupart du temps, celui qui a tenu était un cheveu de celui qui a craqué. Il le dit, je le cite aussi, dans un pays gouverné par l'arbitraire comme le nôtre, c'est peut-être la chance, le hasard, ou bien un piston qui décideront pour le détenu de son comportement dans cette expérience, qui elle-même déterminera son destin de prisonnier et d'être humain. Donc il s'ajoute beaucoup d'autres facteurs, comme l'âge du détenu, son âge, sa situation familiale, son niveau de revenu, s'il reçoit de l'argent ou pas, et bien sûr la prison dans laquelle il est incarcéré. Puisque la réflexion qui est développée ici, elle s'applique exclusivement, comme il le rappelle à maintes reprises, aux prisonniers politiques de gauche et non aux islamistes, dont les conditions de détention excluaient complètement toute possibilité de, comme il dit, d'apprivoiser le monstre, puisqu'il n'y avait pas de lecture, il y avait de la torture quotidienne, etc. Donc il se désole d'ailleurs dans son livre de la perte que représente pour la société syrienne le fait que les prisonniers islamistes, du fait des conditions totalement inhumaines de leur détention, n'aient pas eu l'occasion de se transformer, comme il dit, par milliers en intellectuels, puisqu'ils étaient bien plus nombreux que les prisonniers communistes. Et donc, comme il le dit aussi, il ne brosse qu'un dixième de la grande fresque de la détention politique en Syrie. J'essaie de depuis la fin. Donc ce livre est arrivé à un moment très particulier de l'histoire de la Syrie, puisqu'il est paru en pleine révolution. Yassine Haj Salah est passé dans la clandestinité
presque au début de la Révolution. Et jusqu'à la fin 2013, il a continué à commenter l'actualité syrienne de l'intérieur. Ensuite, il s'est installé dans la Ghouta orientale avec sa femme Samira Khalil. Donc ils se sont installés dans une région libérée pour essayer de continuer à suivre de l'intérieur ce qui se passait et la révolution. Et ils n'ont pas été dissuadés par la présence de certains groupes islamistes qui ont commencé à être là. Et puis sa femme a été kidnappée par un des groupes islamistes. Elle est actuellement toujours en détention. Et lui, il a dû donc fuir en Turquie, où il est actuellement, et où il a commencé à créer une maison, ce qu'il a appelé une maison de la Syrie libre, pour continuer son travail. Muchísimas gracias, Natalie, por ese recorrido, esas reflexiones que nos has hecho sobre la obra del autor sirio Yassin el-Haj Saleh. Solo por falta de tiempo, entonces vamos a intentar escuchar ahora a nuestros dos arabistas, destacados arabistas, que nos van a hablar también de su trabajo en este sentido, de su labor. Primero vamos a escuchar, tal como hemos escuchado a los arabistas franceses, ahora vamos a escuchar a nuestros arabistas españoles que están desarrollando y haciendo una labor magnífica a nivel de llevar obras del mundo árabe de todo tipo y más que nada obras contemporáneas, eso es lo que nos importa. Entonces va a hablar primero Milagros Nuin Monreal. Ella es una traductora, una arabista conocida y reconocida, por supuesto. Ha trabajado en varias universidades españolas, en la Complutense, en Castilla-La Mancha también, ¿no? Y también ella es traductora en el Ministerio de Exteriores español. Ha traducido varias obras del árabe al español, así que tienes 15 minutos para hablarnos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Casa Árabe y a los compañeros del taller de traducción que han tenido la amabilidad de desplazarse de Italia y Francia hasta Madrid para exponer sus puntos de vista sobre los problemas que ofrece la traducción del árabe a lenguas europeas. Para preparar este taller se nos ofrecieron una serie de artículos, de los cuales a mí el que más me interesó fue el que escribió la yemení Arwa Abdu Othman, que es activista e investigadora del Centro de Estudios e Investigación Yemeníes. Este interés me ha llevado a esta breve presentación con el título de Narrativa yemení y sociedad. Entonces, a manera de introducción, quiero hacer dos reflexiones sobre las dos vertientes de mi vida profesional, como traductora y como profesora. Como traductora, recuerdo lo difícil que era encontrar material de trabajo, es decir, diccionarios, periódicos y obras literarias para traducir a finales de los años 80, que es cuando yo empecé mi recorrido, y comienzos de los 90. En la actualidad, con las nuevas herramientas, Internet, etc., el panorama ha cambiado completamente, no tiene nada que ver con aquellos sudores de aquellos tiempos. Como profesora de literatura árabe, quiero subrayar que el panorama general de las asignaturas de literatura queda monopolizado por la ingente obra de los literatos o los escritores egipcios, iraquíes, libaneses y sirios. Encima, las asignaturas en la actualidad se componen de cuatro meses, con lo cual hay que correr para completar programa, y los autores saudíes, bahrainíes, yemeníes y sudaneses quedan fuera, prácticamente fuera de la materia que se trata. Entonces, al margen de esto, en el año 1999 conseguí adquirir por correo de una librería de Londres una obra que en ese momento me interesó mucho. Se trata de Arrahina, en castellano el rehén, da la casualidad de que es prácticamente la misma palabra con las mismas letras.
que la escribió Zaid Mutay Dammaj, que es un autor yemení, nacido en los años 40. Yo le adquirí la segunda edición de 1997 en Londres y Beirut, y la primera edición había sido en 1984 en Beirut. De este libro me enteré por los periódicos que compraba en ese momento en la Gran Vía y Sol Al-Hayá, que tenía una página de crítica literaria que te ponía al día, si no era imposible. Te ponía al día de lo que se publicaba en los países árabes. Entonces esta novela, Rehén, Regina, me deslumbró en aquel momento, no había leído en árabe nada parecido, era también muy exótica para mí. La historia se desarrollaba en los años 40 en la ciudadela que domina la ciudad yemení de Taiz, que en ese momento estaba gobernada por una teocracia en manos de un imam. Entonces, esta ciudad, que está situada al sur de la península arábiga, pertenece a lo que se llama Yemen del Norte. Quiere decir que pertenece a la parte que está, digamos, más sujeta a principios de tipo religioso y militar. Entonces, el protagonista de esta novela es un rehén, es el hijo de una familia noble de esta ciudad o de una ciudad de los alrededores, al que captura el imam y sus fuerzas y lo tiene retenido en la ciudadela, no como prisionero, es libre de ir y venir, pero por esos vínculos del honor y de los compromisos allí permanece, porque no se puede ir. Entonces nos cuenta cómo es esa vida del interior de la corte del imam, la vida familiar, cómo es este mundo de arbitrariedades, eunucos, todavía hay eunucos, solo de pensarlo se ponen los pelos de punta, años 40, gente esclavizada y esclavos realmente, y todos ellos luchan por sobrevivir en unas condiciones extremas. Se valen del ingenio, de un sexto sentido, para escapar de situaciones realmente peligrosas para su vida y para su equilibrio psíquico. La novela fue traducida al inglés de inmediato, y yo pensé que también debería haberse traducido al castellano en aquel momento, pero claro, las cosas de Palacio van despacio. En España el movimiento editorial es más lento, digamos. Creo que se está traduciendo en la actualidad. A mí me parece una novela que es imprescindible que se traduzca al castellano para tener una visión más completa del panorama literario. Entonces, con independencia de esto o después, a partir de 2012, empecé a trabajar para elaborar una página en Internet que fuese como una especie de biblioteca de autores árabes, narrativa árabe contemporánea se llama .net, y en el apartado del Yemen empecé a recabar datos sobre autores contemporáneos. Solamente tenía datos del anterior, de Zaid Mutay Dammaj. Así fue como me puse en contacto con el autor yemení Wajdi Al-Ahdal. Amabilísimo, enseguida me puse en contacto por correo electrónico. Me envió todos los datos de sus compañeros, correos, etc. Me envió fragmentos de sus obras para que los pusiera en la página, traducidos al castellano, y bueno, todo fueron facilidades. Así conocí a otros autores de su generación que se llaman Ahmad Zain, Ali al-Muqri, Bushra al-Maqtari, Nadia al-Kaukabani, Samir Abdel Fattah, todos ellos nacidos a finales de los 60, comienzos de los 70. Pertenecen a un grupo y entre ellos se apoyan, se conocen, tienen reuniones, etc. Tienen vínculos entre sí. Son todos estos autores muy conscientes de las carencias de la sociedad en que viven y de ello dejan constancia en sus obras. Y sus obras oscilan entre el ambiente más intimista de las autoras, por ejemplo Nadia al-Kaukabani, y el estilo más realista, casi fotográfico, de Wajdi Al-Ahdal,
que mezcla este realismo fotográfico con pasajes en los que deja llevar la imaginación por unos derroteros que yo creo que van por el subconsciente de la sociedad yemení. Este autor, Wajdi Lakhdal, publicó en 2002 una obra titulada Qawarib Jabaliya, o sea, barcas de montaña. Nada más publicarse la obra, tuvo que huir de su país, al Líbano, por amenazas de los extremistas, precisamente por esta obra. Fue juzgado en rebeldía, condenado a muerte y no se le permitía volver. Entretanto, su esposa, que estaba embarazada, falleció en el parto y finalmente pudo regresar a su país gracias a la mediación del premio Nobel alemán Günter Grass. Se lo pidió personalmente al anterior presidente, Ali Abdallah Saleh, y accedió a que regresara a su país. Quiero destacar de estos autores también a Ali al-Mukri, que tiene una obra bellísima, una novela titulada Al-Yahud al-Hali, o sea, El bello judío, publicada en Beirut en 2009, en la que trata la cuestión de la minoría judía presente en Yemen hasta hace relativamente poco. Es una historia bellísima la que narra, muy bien escrita. Y de las autoras mencionadas, Bushra al-Makhtari aparece en el artículo tratado en este taller, y me llamó la atención en este artículo el relato, se hace más o menos así entre paréntesis, de una caminata que realizó esta autora con otro grupo de mujeres desde Sanaa hasta Taiz. Una caminata de 5 días, 300 kilómetros, a razón, si no me falla la cuenta, de 60 kilómetros por día. No puedo imaginar cómo sería esta caminata, dónde dormirían, cómo comerían, cómo se lavarían, no me lo puedo imaginar. El caso es que cuando llega la marcha a Taiz, a la plaza, hay una especie de plataforma donde parece que se reúnen, hablan, exponen sus inquietudes, sus problemas, y en un momento determinado, cuenta también en el artículo, que son rodeadas por un grupo de partidarios del partido Islah, que se podría traducir por reformistas, pero que en realidad son los más reaccionarios, y las rodean y están a punto, pues yo creo que de perecer. En el artículo se mencionan 3 palabras: taharruj, i'tida'at, intihakat. No sé hasta qué punto llegaron las agresiones, no sé, porque en el artículo no sé, yo lo he leído varias veces y no se deduce con claridad. En cualquier caso, fue una situación bastante peligrosa. Bueno, entre la llegada de estas mujeres a la plaza de Taiz y los hechos que se narran en la novela Arrahina, hay una distancia de 70 años más o menos. Entonces, los dos mundos, hay una distancia entre ellos como entre la Tierra y la Luna. Es algo impresionante. No sé si es realmente un salto en el tiempo, un cambio o un acto de locura. Creo que es más lo último, un acto de locura. Bueno, este hecho le acarreó a la autora Bushra una declaración, una fatwa, una declaración de infidelidad, su sangre era lícita, cualquiera la podía derramar, en fin, pedían que se le retirase la nacionalidad yemení y otras muchas calamidades. Iba a leer un fragmento, pero el tiempo se agota y le dejo el paso a mi compañero. Un fragmento de una novela de Wajdi Lakhdal. ¿Da tiempo? ¿Da tiempo? Vale. Bueno, como muestra un botón, para ver cómo funciona la sociedad yemení, qué problemas hay en las relaciones hombres-mujeres, un fragmento del autor Wajdi Lakhdal de la última novela
que se publicó en 2008 y que ha ganado varios premios. Está traducida al inglés. En el fragmento dice el narrador como si él fuese una mujer: me llamo Asma Nashir Naam y soy alumna de primer curso en la Facultad de Ciencias. Mi afición preferida es la lectura y la escritura de un diario. Tengo la habitación en el piso segundo y da a una tranquila calle trasera. Frente a mí, abajo, se arrincona el local del señor sultán. Cuando me ve asomarme a la ventana, se pone a sonreír tontamente y realiza un movimiento obsceno. Empieza a introducirse la enorme llave del candado de la tienda en la oreja. Luego la mueve hacia adentro y hacia afuera, mientras los ojos le brillan con brutalidad. En ese momento, sin poder controlarme, corro al cuarto de baño y regreso con una chancla para mostrársela frente a su cara. Tiene la edad de mi padre, unos 50 años, es bajo y grueso, con la barba entremezclada de canas y en la frente la señal de la oración. En lugar de enfadarse y alborotarse, me guiña los ojos y mueve la cabeza encantado, como si estuviera seguro de conseguirme un día. Y en este tenor sigue, con más acosos de vecinos, etc. Bueno, realidad fotográfica. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Milagros, que nos has acercado a la realidad yemení, bastante desconocida aquí en España y en general en Occidente. Ojalá tuviéramos más tiempo para escuchar el testimonio y para escuchar, pero por falta de tiempo ahora tenemos que dar la palabra a Pedro Rojo. Pedro Rojo es arabista, es traductor, es también presidente de la Fundación El Manar para el conocimiento del mundo árabe. Es una de las voces muy distinguidas en ese sentido porque ha vivido y convivido en el mundo árabe y con el mundo árabe durante casi 20 años, porque vivió en Siria, Jordania, Marruecos, Egipto. Así que, por favor. Gracias, Bajira. Voy a intentar brevemente, porque ya es tarde, contaros lo que hacemos desde la Fundación Al-Fanar, por qué elegimos la traducción como método o como vía de acercamiento de la realidad árabe al mundo hispano, de habla hispana. Yo recuerdo cuando empezamos en 2002, no sé, me gustaría decir que ha cambiado la situación, pero no demasiado. Eran escasas las citas de obras árabes y de autores árabes en textos periodísticos, pero también de investigación y, digamos, de expertos en el mundo árabe. Era el 2002, yo vivía en Marruecos y por entonces las relaciones entre España y Marruecos eran bastante tensas, digamos. Era, si os acordáis, el tema del islote Perejil y las relaciones pues, estaban cargadas de estereotipos y de análisis que, desde luego, yo no compartía. Y por eso decidimos un compañero, entonces un joven hispanista marroquí, y yo entonces era joven arabista, traducir todos los días la prensa marroquí para ponerse al alcance de investigadores, periodistas, embajadas, y que la excusa ya no fuese el idioma, es que los árabes escriben muy raro y es muy difícil, por eso preferimos aprender francés o inglés dependiendo del destino al que nos envíen, ¿no? Desde entonces hemos seguido traduciendo de forma diaria no solo ya los periódicos de Marruecos, sino de todo el mundo árabe, desde Mauritania hasta Irak. Hacemos una selección de aproximadamente 40 periódicos, no todos los días, pero eso es el margen que manejamos para intentar volcar al español pues, la información que escriben los árabes, qué es lo que los árabes dicen sobre sí mismos, ¿no? Ahora mismo en nuestra base de datos de boletín.org tenemos
más de 160.000 entradas, son 163.000 no sé cuántas hoy, y creciendo todos los días. Esa es la idea es que cualquier persona pueda entrar para buscar sobre cualquier tema del mundo árabe sin que la lengua sea un problema. Por supuesto, el trabajo es apasionante. Desde el primer día son decisiones que tienes que tomar sobre temas estratégicos, no solo qué periódicos vas a meter o qué tipo de artículo o qué forma van a tener los boletines que nosotros enviamos diariamente. Nosotros, por ejemplo, antes de empezar, con un grupo de compañeros arabistas tuvimos una discusión que yo la recuerdo con muchísimo cariño, de varios meses a través de email, sobre qué tipo de transcripción debía utilizar en este proyecto. Claro, finalmente dije, bueno, muchas gracias a todos, pero voy a hacer lo que me dé la gana porque si no, no terminamos. La decisión primera era si una transcripción académica y cuál, o una transcripción más intuitiva y cuál. Al final, el público al que nosotros íbamos dirigidos, que yo creo que es muy importante que los traductores también lo pensemos cuando traducimos, claro, no les servía de nada tener puntitos por arriba, rayas por abajo y letras que no entendían. Por lo cual, lo que intentamos fue hacer una transcripción que cualquier persona de forma intuitiva pudiese leer. Cualquier persona en castellano. ¿Por qué digo en castellano? Porque ahí también hubo problemas de los nombres o las personas que son conocidas por una cierta transcripción que viene impuesta por el pasado colonial del país del que salga. Yo, por supuesto, no tengo por qué entender que mi lector va a saber si Libia estuvo colonizada por los italianos o si el autor que yo cito es sudanés o del Golfo, para entender la traducción, la transcripción. Por eso nosotros hicimos un sistema lo más parecido al castellano, lo cual me ha creado también bastantes problemas. Aquí pongo un ejemplo que ya es gracioso, porque Mashdoubi es un autor marroquí, un escritor marroquí, muy amigo mío, que me estuvo dando la matraca todos los días durante el principio. Efectivamente, tenemos 1170 artículos suyos, y entonces, claro, él no quería que yo le escribiese su nombre Mashdoubi, que es lo más parecido a su nombre, sino Mahdoubi, como él se escribe en caracteres latinos, porque si no la gente no le iba a encontrar cuando le buscase en Google. Y digo, mira, lo siento, sí, pero por ahí no pasó. Luego, cuando le tuvimos que publicar en una colección de mundo árabe que yo coordinaba, ahí ya sí que me tuve que rendir y salió como Mahdoubi, porque efectivamente hay cosas que son de decisiones del autor, ¿no? Como digo, es para nosotros un trabajo apasionante que digamos, nos hace también trabajar a un ritmo distinto, porque cuando tienes que traducir pues desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 que nosotros mandamos los boletines a una velocidad, digamos, que no es la ortodoxa, pues te crea muchos problemas de conciencia hasta que ya lo asumes. Y bueno, cuando tenemos oportunidades como unos libros que hacíamos del mundo visto por los árabes, en el cual ya se puede trabajar la traducción mucho más tranquilamente, pues nos desquitamos y discutimos las cosas y los términos que son más adecuados, ¿no? Claro, la traducción, nosotros usamos la traducción para acercar una visión que entendemos es la visión de los árabes. Intentamos traducir y publicar pluralidad de opiniones, distintos puntos de vista, no todos, porque efectivamente los recursos son finitos, cada vez más finitos, pues hay que ir eligiendo. Hay otras instituciones o organizaciones
que usan la traducción para todo lo contrario. Aquí tenemos, he puesto en esta diapositiva, puente, la traducción o puente entre Occidente y Oriente Medio. ¿Por qué entre comillas? Porque ese entre Occidente, puente entre Occidente y Oriente Medio es alguno de los, es el eslogan o la característica, cómo se describe MEMRI, que es una institución que se dedica a la traducción, a realizar traducciones de la prensa árabe, persa, urdu, pastún. Luego también hacen análisis propios y demás, pero claro, aquí volvemos al tema de qué elegimos cuando traducimos, qué es lo que vamos a traducir, digamos, inocentemente al lector, aquí además en inglés. Gracias a Dios, yo creo que desde que lo fundó un coronel del Servicio de Inteligencia Militar israelí a finales de los 90 hasta ahora, ha cambiado mucho el panorama. Ya no se les da la cancha que se les daba al principio, y yo creo que una muestra de ellos es que cada vez que entras en alguna de sus páginas sale un formulario pidiendo subvenciones y para mantener su loable trabajo, como dice Thomas Friedman. Aquí no, en el pantallazo este no da para ver toda la página completa, pero bueno, aparte de lo que vamos a ver ahora, abajo pues hay un sheikh hablando de que Barrio Sésamo es un ente del imperialismo occidental para pervertir a las sociedades. En fin, ese tipo de cuestiones que no es que no existan, pero es qué es lo que tú decides priorizar. Yo voy a poner un ejemplo rápido para que no se nos vaya el tiempo. Aquí vemos pues, lo último que está, la última crisis que está pasando en el mundo árabe, el tema de Irak. Ellos que han puesto pues, los yihadistas occidentales, ejecuciones del Daesh, el Sheikh al-Duleimi apoyando al ISIS, que no es verdad, no es que él apoya al ISIS, sino que apoya a los rebeldes, pero ellos han traducido como tal, que ese es otro tema que se podría entrar, es cómo traducen ellos y qué tipo de traducción hacen, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde Al-Fanar sobre Irak? Primero, traducir artículos de prensa. Desde el día 10 que cayó Mosul en manos de los rebeldes hasta esta mañana, ya habíamos traducido cerca de 85 artículos, distinto tipo de artículos, de opinión, de información. Humor árabe, que no lo he dicho antes, pero también en nuestros boletines mandamos regularmente viñetas de humor árabe, que creo que es muy importante también para entender cómo reflejan ellos mismos su situación. Hemos publicado comunicados, por ejemplo, esta es la única comunicación oficial del Ayatollah Sistani. En los medios occidentales se ha dicho que ha emitido una fetua llamando a la yihad contra los rebeldes. La fetua como tal no existe. Existe este comunicado que es bastante apaciguador. Otra cosa es lo que otros sheikhs o predicadores de mezquitas estén haciendo o diciendo, pero ese, por ejemplo, es un error muy común en la prensa, al menos española. Nadie se ha ido a las fuentes, han oído que ha habido una fetua y digo, uff, fantástico, esto nos viene muy bien, y a pesar de que esto está ahí, no se está teniendo en cuenta, ¿no? Hemos traducido una entrevista contra del portavoz del Consejo Militar de los Rebeldes, un tema que hemos recuperado, que habíamos traducido hace ya 5 años, que son unos dibujos animados de Abu Naal, que era un trabajo impresionante de cómo desde el humor se criticaba el sectarismo de Maliki, que está basado en un personaje real. Era un viejecito este que está ahí, que fue asesinado. Fue asesinado porque esas apariciones, digamos, humorísticas en las que se basaron, al final, pues uno de las milicias vinculadas a Maliki lo liquidó.
yo creo que, para no gastar más tiempo, yo creo que es un ejemplo, digamos, extremo, pero entre medias hay mucho y muchas decisiones que como traductores tenemos que tomar, ¿no? Esto es lo que nosotros nos llevamos, pues eso digo, casi 12 años haciendo en cuanto a prensa, pero también hemos traducido otras cosas como libros que comentaba antes. Yo he coordinado la colección de Icaria editorial de Mundo Árabe. Hemos hecho exposiciones con otras instituciones, pues como la Historia e Identidad Palestina a través de su monográfico. También hemos, pues con Casa Árabe aquí, traducido al árabe su boletín de economía. Hemos con el IEMET de Barcelona un trabajo que a mí me ha gustado mucho, que es precisamente traducir su anuario del Mediterráneo, que era un reto que cuando ellos nos dijeron, pero vosotros vais a traducir de las 3 lenguas en las que se escriben los textos, porque los textos originales están en español, francés e inglés. Dijimos, claro, no, es que la Haram, que era la que hizo el primer volumen, dice, no, ellos lo hicieron todo desde el inglés. Digo, bueno, pues ya doble traducción, empezamos mal. Y lo que hicimos también fue no solo eso, sino darle una salida editorial, que antes se hablaba, Fran, del tema, creo que era del tema de las editoriales en el mundo árabe. Claro, ese libro en árabe no tenía salida en el mercado. ¿Por qué? Porque era una edición institucional. Pues hablando con un amigo allí en Jordania que tiene una editorial, pues asumió esa distribución y por lo menos efectivamente estaba en todas las ferias del libro, ¿no? Y luego por lo menos lo hizo llegar a los centros de investigación del mundo árabe. ¿En qué estamos ahora, aparte de todo esto que mantenemos? En un proyecto que se llama Traducción Mutaharrika. Llevamos poco a poco traduciendo. ¿Por qué Mutaharrika? Porque es traducción en movimiento en el sentido de que las cosas que traducimos entendemos que son elementos culturales, productos artísticos nuevos dentro de las sociedades árabes, productos que generan cambio, aunque sean marginales o minoritarios dentro de sus propias sociedades, quedan fuera del radar mayoritario, pero sí que crean una dinamo, una actividad que entendemos hay que apoyar y poner en valor. Aquí volvemos a lo mismo, nos encontramos ante unos retos de traducción totalmente nuevos para nosotros, porque pasamos de nuestros textos tranquilos, que aunque tengamos que traducirlos en rápido de prensa, pues los tenemos ya muy machacados, a traducir canciones de rap, cómic, grafitis. Yo creo que si queréis ir viendo, aquí tenemos algunas de las cosas que hemos traducido, si queréis verlas por allí mientras pasarlas. Claro, no solo ya son cuestiones prácticas de lengua, como los dialectos y los localismos que están usando. Todas digamos, estos nuevos productos culturales no están escritos en fusha, están escritos en dialecto y muy dialecto, o sea, en versiones, digamos, muy juveniles, de unos entornos culturales muy determinados, muy influenciados por la avalancha del exterior, de Internet. Eso, claro, a nosotros nos ha llevado a formar grupos de traducción con traductores locales. Cada uno traduce su dialecto, pero luego hacemos una labor común de discusión, unificación, que a mí eso la verdad es que me encanta. Yo llevo 20 años traduciendo y hay muy poca gente que acepte a criticar y a recibir críticas, pero a mí me parece fundamental para seguir mejorando y
y disfrutando de la traducción. Entonces, para mí este modelo de trabajo ha sido muy enriquecedor, porque además nos tenemos que enfrentar a retos, digamos, técnicos, los subtítulos, cómo explicar temas donde no puedes poner una nota a pie de página, o por ejemplo, qué hacer con una obra tan bonita como esta, donde el Drapsin, que estos son dos chavales, digo chavales porque yo creo que tienen 19 y 20 años, jordanos, que insertan la escritura dentro de su obra, ¿no? Entonces, pues bueno, la suerte de estos productos también es que tratas las soluciones directamente con los autores, lo cual es una maravilla, claro, tenerlos allí y decir, ¿qué haces con esto? Por ejemplo, los dos autores de Drapsin nos han dicho, no, si quieres la traducción que haces al español, luego nosotros la escribimos, aunque sean caracteres latinos, o al final, de momento, hemos optado por lo que estáis viendo por ahí, ponerla fuera del texto, al lado, porque la solución era harto complicada, ¿no? Pero es un proyecto muy interesante, que va lento en medidas de nuestras posibilidades. Tenemos cerca de 30 temas ya traducidos, pero no queremos quedarnos en la traducción, queremos buscar apoyar la movilidad de esos artistas, ayudarles a introducirse no solo en el mundo cultural a través de Internet, sino en el mundo cultural real, en el mundo cultural profesional, que ellos puedan venir a Europa, que los operadores culturales, aunque sean los operadores culturales llamados alternativos, les tengan en cuenta, se analice pues esos grupos musicales, cuál es el efecto que tienen en sus sociedades, por qué entendemos que son interesantes, porque la calidad de sus productos está fuera de toda discusión. La cuestión es cómo introducir o facilitar ese contacto, ¿no? Y en ese sentido el proyecto que más satisfacción nos ha dado en ese sentido es este cómic, que es Casa Babili, que es, se puede pasar por ahí, que es, digamos, aúna todos los objetivos o los anhelos que nosotros tenemos en cuanto a colaboración. ¿Por qué? Porque está basado en una novela de una autora iraquí, Lutfiya Duleimi, que yo me leí y me pareció magnífica, una representación de los primeros meses de la ocupación en voz de un grupo de mujeres en Bagdad. Tuve la suerte de conocerla porque estaba exiliada en Jordania, y pues hablamos de trasladar su novela al cómic. Hay varias instituciones involucradas para poder hacerlo, y el sistema fue laborioso pero muy enriquecedor, porque los dibujantes son españoles. Entonces, primero tuvimos que elegir, la novela tiene 480 páginas, una cosa así, pues elegir entre Lutfiya y yo cuáles eran los capítulos más interesantes, traducir un resumen de esos al castellano, hablar con los dibujantes, porque el mundo del cómic, la narrativa del cómic es complicadísima y mucho más de lo que pensaba yo. Igual si lo hubiese sabido no me hubiese metido en ello, pero ya era tarde, ¿no? Se volvía a traducir las mejoras o los cambios que querían los dibujantes meter, se discutía con Lutfiya, se aceptaban, y el cómic, aunque aquí lo veáis en castellano, tiene una versión inglesa y otra árabe. Está en internet, gratuito, para que todo el mundo pueda leer la obra. Hemos creado un software para que se pueda ver en tabletas y en teléfonos móviles,
porque entendemos que ese es uno de los retos también de ahora, utilizar las nuevas tecnologías para difundir la obra de estos autores. Bueno, pues sí, ya acabo. Y nada más, solo decirles que efectivamente muchas gracias a Casa Árabe, a la Fundación Annalyn, a Transeuropean por poder estar aquí, y espero, como ha dicho Frank, que podamos de aquí sacar proyectos reales y concretos para seguir metiendo el gusanillo del mundo árabe a quien se deje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por toda la enriquecedora aportación que has hecho.